Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors je regarde Romane à la régie, est-ce qu'elle me confirme qu'on m'entend? Super. Alors, n'hésitez pas à me dire dans le chat effectivement si vous m'entendez bien. Super, bon, on me confirme qu'on m'entend bien. Je vais partager, puis on va pas tarder à commencer. Alors attention les yeux, voilà, je passe directement sur la présentation. Est-ce qu'on voit bien l'affichage de la présentation? Super. Est-ce que moi on me voit aussi encore ou pas? Oui, oh, super. J'ai pas pris le deuxième écran pour un meilleur retour et avoir l'affichage des deux écrans, mais on va le faire comme ça. Alors, Romane me dit qu'on est bien en termes de son, en termes d'image et en termes de gens qui se sont connectés. Bon, bah, bonjour à tous. Merci d'être encore une fois assez nombreux. On a dépassé les 300 inscrits. Aujourd'hui, on va parler principalement de AI Overview de Google. On a fait il y a à peu près un mois, je crois, la même conférence sur ChatGPT. Et là, on va vraiment se concentrer sur ce qui nous attend sur Google, a priori très prochainement. On verra, il y a plusieurs signes indicateurs qui nous montrent qu'on va prochainement avoir potentiellement un résultat d'IA qui va apparaître dans nos pages de résultats de recherche Google classique. Et puis, ce résultat-là, on le connaît un peu, on a un peu de la data par rapport à l'impact qu'a ce résultat, ce type de résultat-là, puisque c'est déjà déployé dans 200 pays, même tout autour de la France, en Europe, c'est aussi déployé, ça s'est déployé récemment. Il n'y a que nous, aujourd'hui, où on est encore un peu les irréductibles gaulois, qui n'avons pas encore le déploiement, mais on a eu un peu plus d'informations sur la compréhension de pourquoi la France était un peu l'exception européenne, et en fait, ça s'explique assez simplement, et on va le voir ensemble aujourd'hui. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment faire, alors j'ai utilisé le mot chute, mais comment faire pour anticiper votre chute de trafic. Cette chute de trafic, elle va être plus ou moins intense en fonction des secteurs d'activité, en fonction de vos thématiques, en fonction de la typologie de site, mais elle va être, je pense, assez réelle pour tous. Et donc, ça posera la question de savoir si demain, en 2026, votre objectif doit se baser sur du trafic. Vous dire, est-ce que je dois faire plus 5% ou plus 10%, ou alors tout simplement se dire, ça va baisser et je peux plus m'appuyer seulement sur cet indicateur-là. On va regarder un peu à quoi s'attendre, quels sont les différents types d'affichages qui apparaissent. Donc ça, on va surtout le voir à travers ce qui se passe aux États-Unis, mais ça évolue en permanence et on commence même à avoir des résultats assez étonnants. On a des enregistreurs de réponses, on a des réponses vocales qui commencent à apparaître dans les résultats de recherche. On va faire une petite étude de cas, je vais vous présenter une étude de cas de Back Market, comment eux ont géré les choses, et c'est assez intéressant, c'est des bons enseignements. Et puis, je vous parlerai aussi de comment on monitore un petit peu les choses. Alors, hier, j'ai fait un débat live avec Patrick, le président du SEO Camp, et aussi le fondateur d'Empiric. On a un peu débattu de ce sujet-là. C'est pas simple de pouvoir mesurer les choses, pouvoir comprendre est-ce que mon trafic vient d'un résultat et overview ou vient d'un SEO, du SEO directement. C'est pas un sujet simple. Et je vous parlerai donc aussi de notre outil. On est éditeur d'un outil qui s'appelle VoiceIA, qui vous permet de mesurer la visibilité de votre marque, de vos produits, de comment vous êtes perçu par les LLM, et qui est, à mon avis, des premiers indicateurs intéressants et utiles pour justement peut-être établir une stratégie dès 2025, voire 2026. Je me présente rapidement, je suis Mathieu Chapon, je suis un des fondateurs de l'agence Pcase. Pcase qui est anciennement s'appelait Search for Site, mais on n'a pas été racheté. C'est nous qui avons racheté une agence en Allemagne qui s'appelle Pcase, et on a décidé d'uniformiser par le nom de l'agence qu'on a rachetée, et pas forcément notre nom de départ, pour avoir un rayonnement européen qui nous manquait un peu avec la marque Search for Site, qu'on a souhaité développer avec la marque Pcase, qui était bien établie en Europe, de par l'action de ses fondateurs, dont Bastian Green, qui est un intervenant assez réputé en Europe. Et moi, je suis en charge de toute la partie un petit peu
innovation au sein de l'agence. Donc, depuis 5 ans, bientôt 6 ans, on a travaillé sur un certain nombre d'outils internes qu'on met à disposition de nos clients. Et puis, on a commencé à lancer des premiers outils un peu en mode SaaS, avec Voice IA, avec aussi un autre outil qui s'appelle Cocoon, qu'on n'a pas réellement déployé parce que il est mis à disposition de nos clients, mais pas mis à disposition du public. C'est tout un métier de lancer un process un peu SaaS. Mais voilà, en tout cas, on est éditeur aussi de logiciels un peu SaaS. On a des outils internes pour la productivité et puis pour la mise à disposition de nos clients. Et puis, donc, moi, je suis depuis dans le SEO maintenant depuis 17 ans, 18 ans. Donc, c'est un sujet qui me passionne. Et c'est vrai que le sujet de l'IA, du référencement, j'utilise le terme référencement, dans les LLM, c'est une continuité de notre métier et auquel c'est toujours à chaque fois la même chose. Il faut qu'on étudie ces nouveaux usages et ces nouvelles plateformes pour comprendre comment ça fonctionne, comment on fait pour remonter dessus. Et le webinaire d'aujourd'hui a vocation d'essayer de donner des premiers éléments de réponse. Alors, première partie, c'est vraiment comment on fait pour demain anticiper cette chute qui est réelle. Aux États-Unis, il y a des impacts extrêmement importants sur certains secteurs d'activité. Or, aujourd'hui, et c'est pas seulement aux États-Unis, là je vous montre une étude américaine de HubSpot sur 320 responsables marketing aux US qui pensent encore à 60% que leur objectif dans les 12 prochains mois va être très lié à leur trafic. Alors qu'aux États-Unis, ça fait 1 an qu'est déployé Air Overview et ça fait 1 an que beaucoup de sites internet, d'annonceurs voient leur trafic diminuer parce que l'Air Overview répond en très grande partie à pas mal de requêtes posées, à des recherches faites sur le moteur, et qu'il y a de moins en moins de gens du coup qui ont besoin d'aller visiter le site internet. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui voient leur trafic un peu fondre comme neige au soleil. Et aujourd'hui, c'est important parce que nous aussi, avec nos clients, on a pas mal de clients qui nous challenge un peu et qui nous disent l'année prochaine combien de trafic supplémentaire je peux faire. Et ben la question, c'est que si AI Overview se déploie en France, et faudra peut-être pas se concentrer sur le trafic, on va peut-être se concentrer sur d'autres indicateurs qu'on va voir ensemble. Pour terminer un petit peu sur ce sujet de l'impact que ça a aux États-Unis, on a un New York Times qui annonce quasiment 36% de perte de trafic en provenance des moteurs de recherche, en provenance de principalement Google, à cause de AI Overview. Et puis on voit qu'il y a pas mal d'acteurs qui se plaignent. Il y a dans le monde de l'éducation un site qui s'appelle Chegg et qui voit son business extrêmement menacé par les LLM et par le fait que ces LLM sont en mesure de fournir une réponse qui auparavant les gens allaient vérifier sur le site pour vérifier le contenu. Aujourd'hui, ils ont pas mal d'éléments de réponse qui sont déjà présents dans ces interfaces, que ce soit ChatGPT ou que ce soit sur Google. Alors pourquoi ça a un impact évident sur le trafic des sites? On le voit sur des requêtes. Alors là, je suis sur une requête sur google.fr. Donc j'ai Air Overview sur google.fr. Alors je vous rassure, c'est pas encore déployé en France, mais si vous choisissez une IP extérieure à la France, comme les États-Unis, et que vous allez sur google.fr, vous avez des résultats Air Overview qui apparaissent. Et donc là, j'ai demandé meilleure assurance auto, qui sont des requêtes assez concurrentielles, dont pas mal d'acteurs cherchent à se positionner. On voit que Air Overview propose une réponse en mettant en avant un classement, en mettant en avant des liens dans le carrousel à droite, mais surtout le premier résultat SEO est bien en dessous de cette partie un peu de cette page de résultats. Et donc l'impact sur le CTR, l'impact sur ce comparateur d'assurance, il est clairement évident parce que Google propose lui aussi une comparaison des offres et une comparaison des marques. Il y a un autre sujet qui est arrivé aux États-Unis, pas encore déployé en France, c'est le mode AI qui représente en fait la version ChatGPT de Google, c'est-à-dire vraiment un espace de conversation avec Gemini, qui est vraiment pour lui son IA utilisé, et dans lequel on peut véritablement avoir une conversation. Et cette conversation-là peut vous mettre en avant un certain nombre de liens, comme le ferait un ChatGPT, mais il vous fait rentrer vraiment dans un tunnel où l'ouverture vers les pages de résultats est vraiment très limitée. Donc ça aussi, c'est une menace, c'est que si les utilisateurs passent par le mode AI, potentiellement, c'est moins de possibilités aussi d'avoir un site classique, un e-commerçant ou un annonceur qui se positionne. Il pourrait être positionné dans la réponse comme une source ou
comme une référence citée, mais pas forcément avec ces fameux liens bleus dans lesquels on avait l'habitude de travailler depuis une vingtaine d'années. Si on regarde un petit peu aussi l'impact, alors on a des secteurs d'activité plus impactés que d'autres, le monde de la santé, de la science, beaucoup en fait le monde informationnel, le travel, l'éducation, les jobs, etc. Plus on descend, vous voyez, plus on voit un peu plus des secteurs plus transactionnels ou qui sont un peu moins impactés. Mais surtout, on voit d'autres études. Alors, à gauche, on avait SEMrush, à droite, on a Ahrefs, qui nous explique qu'effectivement, sur 150 000 mots-clés interrogés, ils ont fait la part des choses entre ceux qui déclenchaient ou non des overviews. Et on voit un écroulement véritablement du CTR. Alors, ceux qui avaient en tête que le CTR sur la première place de Google était autour de 30%, ça fait très longtemps que c'est plus le cas. On est déjà plutôt en dessous de 20%. Et là, sur leur étude, qui doit être multi-mots-clés, brandés, non brandés, marque hors marque ou local, pas local, voilà, ils ont mis un peu tous les mots-clés représentatifs. On voit que le CTR, déjà avant, en mars, aux États-Unis, était de 7%, il descend là en dessous de 3%. Donc on a véritablement un impact assez fort qui fait qu'automatiquement, mécaniquement, on a un trafic qui est beaucoup moins important au départ avec le nombre de recherches faites sur un mot-clé, les impressions, le volume de recherche et au résultat, le nombre de clics que peut espérer obtenir un acteur en première place. Même chose, hein, on est sur l'évolution de l'apparition des overviews sur différents secteurs. On voit que vraiment sur la partie santé, sur la partie éducation, travel aussi, on est vraiment sur un impact de présence de l'overview qui s'accentue. On est toujours sur le secteur sur le pays US, mais c'est pourquoi on l'étudie comme ça, parce qu'on sait que quand ça va arriver en France, on va se retrouver à peu près dans les mêmes proportions de déploiement et au fur et à mesure. Google, quand il lance AI Overview, il le déploie progressivement, mais la finalité, c'est qu'au bout d'un an, on arrivera sur des proportions sans doute assez comparables, s'il juge et s'il s'aperçoit que les utilisateurs sont plutôt satisfaits de ce type de résultat. Un sujet qui est aussi important, c'est que aujourd'hui, pour traquer un petit peu le trafic en provenance de ces LLM, sur ChatGPT, on voit quand même un certain nombre de liens vers les sources qui embarquent un UTM source, et qui nous permet dans nos outils analytiques de pouvoir traquer un peu le trafic en provenance de ChatGPT. Alors, il n'y en a pas partout, et là, je vous montre en bas à droite toute une partie mort où on présente d'autres citations où il n'y a pas de tracking à date. Les choses peuvent évoluer, mais à date, on ne le voit pas. Mais alors, la difficulté, c'est que sur AI Overview, il n'y a pas du tout de tracking. Et c'est complètement assumé par Google de ne pas offrir aujourd'hui à date de tracking sur tous ces liens. Donc, il y a un vrai sujet d'être en mesure de pouvoir mesurer le trafic que pourrait me générer ce type de résultat-là. Alors, on tâtonne les SEO, on se partage un peu des astuces. Il est possible d'isoler, par exemple, dans votre Search Console, toutes les questions, toutes les requêtes un peu interrogatives, comment, où, pourquoi, enfin voilà, toutes les questions qui pourraient nous permettre de se rapprocher en tout cas de questions potentiellement qui pourraient déclencher une réponse AI Overview. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être ce que vous pourriez faire, c'est au moment venu, ou en tout cas sur des pays où il y a AI Overview, c'est de lister un peu toutes les questions qui sont posées et qui font quelques clics vers vous, de les interroger avec un outil qui va vous permettre de relever s'il y a une AI Overview qui se positionne, et puis d'essayer de faire le lien entre, je vois que ces mots-clés-là, ces questions me rapportent du trafic, je vois qu'il y a AI Overview en face, c'est sans doute des réponses de l'IA qui positionne ma marque, qui positionne mon site et qui me permet de faire un peu de trafic. Mais vous voyez, c'est pas très empirique tout ça, on est vraiment sur une méthodologie qui tâtonne. On a eu aussi récemment une mise à jour des guidelines de Google qui nous explique comment est comptabilisé les clics, les impressions et la position de ce bloc et overview. C'est assez simple. Ce bloc-là représente une place, une unité, c'est-à-dire que s'il y a un clic sur un lien externe, donc ça compte bien sûr comme un clic, mais s'il y a une impression où votre marque apparaît, ça représente comme une impression qu'à condition que si votre lien est positionné dans la partie un peu display, la partie qu'on doit dérouler, si l'utilisateur ne la déroule pas alors que vous êtes pourtant présent dans cette partie un peu cachée, l'impression ne sera pas comptabilisée. Donc il faut que l'utilisateur la déroule.
Enfin, la partie un peu positionnement, eh ben, elle comptabilise ça comme une position. Donc, si Overview est en haut, c'est une première place. Et donc, mécaniquement, tous ceux qui sont aujourd'hui premiers sur un mot-clé qui n'a pas Overview, qui va se retrouver demain avec Overview, va perdre une place et sera positionné en moyenne en deuxième position. Et vous le voyez aussi, la petite phrase du bas qui dit « La Search Console n'inclut pas les données des expériences dans Search Lab tant qu'elles sont en cours de développement. » Ce qui veut dire, c'est que à partir du moment où AI Overview est déployé, mais considéré encore comme un peu un test côté Google, ils ne font pas remonter de data. John Mueller nous expliquait d'ailleurs que tant qu'il y a beaucoup de volatilité entre de l'affichage, de non-affichage, des formats de réponses proposées, retirées, etc., tant que c'est un peu en mode test, ils décident de ne pas nous donner de la data. Ça peut sous-entendre qu'ils en donneront peut-être un jour, mais à date, c'est pas si simple que ça de le mesurer. Alors, il y a une autre possibilité d'avoir, on va dire, quelques éléments de réponse, en tout cas dans le tracking. Alors, j'ai pris l'exemple de ChatGPT parce que c'est assez clair pour nous, en tout cas. Lorsque vous posez une question, qui a gagné la Ligue des Champions en 2025, vous savez, à un moment donné, l'IA va aller rechercher des sources pour essayer de comprendre, pour essayer de répondre à la question. Et donc, il va chercher des sources fiables, récentes, crédibles à vous proposer. Et quand il va chercher cette source, il va envoyer des user agents qui vont aller chercher les différents documents. Donc, il va aller regarder tous les documents, il va s'assurer qu'ils répondent bien aux questions, et il va s'assurer aussi que ces documents sont disponibles, que ce ne soit plus mis en 404, que le document n'a pas disparu. Et donc, quand il fait cette visite-là, pour après vous proposer dans son résultat des sources, il va aller pinguer, il va aller visiter la page, et vous, si vous faites de l'analyse de log, vous êtes en mesure de pouvoir comprendre que l'IA est venue vous voir. Si elle est venue vous voir avec ce user agent spécifique de ChatGPT, ça veut dire que du coup, vous avez affiché, votre source a été affichée dans une réponse demandée par un utilisateur. Et vous avez du coup une capacité à pouvoir comptabiliser le nombre de fois où votre site a été cité, puisque l'IA est venue vous visiter pour comprendre si vous aviez bien un contenu à disposition à présenter à l'utilisateur. Donc là aussi, c'est un système qui est assez intéressant. Et qui va être demain sur Overview aussi une solution intéressante pour vous. Donc, ce qui est important, et c'est un peu le message d'aujourd'hui, s'il y a une chose à retenir, c'est que les LLM nous forcent un peu à revoir nos analyses, nos méthodes de calcul, nos KPI. Certains, comme SEMrush, prédit carrément qu'en 2028, on va avoir un croisement des typologies de recherche, c'est-à-dire que les gens vont se mettre plus à rechercher sur les LLM qu'à rechercher sur les moteurs de recherche, sur tout l'organic search traditionnel. Ça, on peut se dire, moi, il y a un débat chez les SEO, à se demander s'il faut tout de suite enterrer Google, est-ce qu'il faut vraiment se dire que les LLM vont prendre la place? Alors, dans ces chiffres-là, il faut bien avoir en tête que est inclus dans ces LLM aussi Google. Donc Google, quand vous faites une recherche et que vous avez une réponse et Overview, est considéré comme une recherche LLM et puis une recherche organique traditionnelle. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on n'en est qu'au début de cette histoire-là. Au début, c'est-à-dire que, grosso modo, les LLM, ils sont aujourd'hui dans des interfaces dans lesquelles on doit soit se connecter, soit on les voit apparaître dans Google. Mais demain, les LLM vont se déployer aussi dans tous nos devices, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, avec de la personnalisation en tenant compte de vos contenus et de vos données que vous avez sur vos machines. Donc le LLM, la recherche par LLM va fortement augmenter. Et on le voit aussi qu'il y a tous les acteurs, Amazon, Meta, tous ces acteurs-là aussi déploient ces systèmes-là. Donc on est sur un aspect un peu générationnel. Bon, 2028, c'est dans peu de temps, mais c'est aussi, vous voyez à quelle vitesse ça se développe et l'impact que ça a dans notre quotidien. Et c'est vrai que du coup, même pour 2026, parler d'objectifs de trafic organique, de classement, de ranking sur Google, de taux de clic, je veux améliorer mon taux de clic, je veux travailler mes balisations pour améliorer mon taux de clic, ou de conversion SEO, c'est un peu dangereux. Moi, je considère que il va falloir à un moment donné aussi soit ajouter, en relativisant ces critères passés, mais ajouter aussi des notions de citation de ma marque dans les LLM. Est-ce que ma marque est bien valorisée par ces LLM? Comment je suis classé dans la réponse? Est-ce que l'LM me cite en premier, me cite en dernier? Et puis, quelles sont les sources qui construisent cette réponse-là? Et est-ce que ces sources-là ont tendance aussi à me relayer, moi, comme un acteur positif? Est-ce qu'elles me relaient tout court? Est-ce que je suis bien cité par ces sources? C'est de nouveaux indicateurs qu'il va falloir prendre en compte. Et vous
vous vous dites: «Oui Mathieu, mais en même temps les LLM ce n'est que 1 de trafic». Bah, vous l'avez vu, sur ChatGPT tout n'est pas traqué, sur Google, rien n'est traqué et en plus on l'a vu, l'utilisateur va faire beaucoup de recherches et avoir beaucoup de réponses par les LLM avant de venir vous visiter. C'est pour ça aussi qu'on voit que le trafic généré par ces IA a une conversion excellente. On est sur des x3, x4 votre conversion habituelle. Il y a même certains secteurs qui ont des conversions qui dépassent les x10. Donc on est vraiment sur, un intérêt aussi à se dire que si demain ça fait 3-4 mais que la conversion est multipliée par 3 ou 4, c'est intéressant quand même de pouvoir s'y intéresser. C'est un peu on se répète. Un autre sujet aussi qui est hyper important, c'est que, vous en avez sans doute conscience, vos utilisateurs sont amenés aussi à avoir de plus en plus de points de contact, d'apparition de vos produits, votre marque. En tout cas, souvent, dans le e-commerce, en tout cas, ils démarrent par des réseaux, des plateformes du type, YouTube ou des réseaux du type TikTok, de type Meta et donc, ils découvrent ce produit, ils le voient apparaître, après ils vont aller sur des forums. Bon, je parle de Reddit, mais ça peut être plein d'autres forums. Il peut potentiellement faire une recherche sur Google de la marque, mais il peut aussi avoir une conversation avec les LLM pour justement un peu approfondir sa recherche et comprendre si c'est véritablement le bon produit, le bon service. Et puis enfin, il arrive à venir, sur votre site pour venir acheter le produit ou le découvrir. En tout cas, il arrive dans une position où il a déjà fait son travail informationnel, et donc il arrive chez vous avec une envie de l'acheter, une envie en tout cas assez rapidement de pouvoir, acheter le produit. Et donc ça, c'est hyper important, d'autant plus que les LLM aiment bien utiliser différentes sources de renseignements, de sources permettant d'attester qu'une marque est meilleure qu'une autre. Donc dans votre stratégie, vous pouvez plus seulement vous concentrer sur: «Je travaille seulement mon SEO, mon SIA», et cetera. C'est que c'est une stratégie globale. Il faut vraiment, demain, vraiment déployer, pas seulement pour être valorisé par les LLM, mais aussi pour vous, avoir plusieurs sources et ne pas avoir une dépendance pardon, à un seul levier qui serait un Google, par exemple. Et concernant le déploiement, alors ce qu'on voit, hein, c'est que c'est déployé dans 200 pays, que ça s'est déployé très récemment dans pas mal de pays autour de nous, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, la Suisse, et cetera, et cetera. Et en France, on a appris il y a pas si longtemps que ça, alors, on avait un excellent intervenant, à un événement Sistris qu'on a tous vécu, enfin en partie. Une partie d'entre nous avons vécu la semaine dernière, où on a eu un intervenant qui travaillait entre autres pour les grands médias français et qui nous expliquait qu'en fait Google, ça a été en plus un peu confirmé après par Google, mais que Google était en train de discuter avec ces grands médias pour ne pas se faire attaquer le jour où il déploierait AI Overview, parce que sur des notions de droits voisins, les médias disent: bah, si vous construisez une réponse en utilisant nos contenus, c'est que vous utilisez nos droits de propriété, nos contenus qui nous appartiennent, qui ont été rédigés par nos journalistes ou par nos éditeurs, et donc on est en mesure de vous attaquer par rapport aux droits français sur des notions de droits voisins. Alors, les droits voisins, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un cadre légal qui permet de protéger les droits d'auteur, les droits de voisins, voilà, tous ceux qui rédigent le contenu et qui seraient en mesure derrière de pouvoir attaquer en justice un acteur comme Google qui l'utiliserait pour son propre service et en plus potentiellement pour faire de l'argent par de la publicité, et cetera. Donc là-dessus, pourquoi nous, en France, on est encore, entre guillemets, euh, épargnés par AI Overview, c'est que pour l'instant, ils se sont pas mis d'accord et que le sujet est très tendu. Il y a beaucoup de médias qui sont prêts à appuyer sur le bouton si demain ils voient du AI Overview apparaître. Donc on est sur une attente d'un accord potentiel. Ça peut être demain, ça peut être fin d'année, ça peut être l'année prochaine, mais ce qu'on sait, c'est que Google, depuis autour du 8 à 9 mai, a commencé à déployer AI Overview. Et donc, on ne peut le voir seulement que quand on a une IP hors France, sur le moteur de recherche google.fr. Mais ça y est, ils sont prêts, ils sont en train de le faire tourner, d'emmagasiner peut-être un peu de la connaissance pour savoir comment ça s'affiche et que ça se passe bien, etc. On ne le voit pas en France, il faut vraiment être à l'extérieur de la France. On peut le voir avec un VPN, bien sûr. Mais en tout cas, ils sont prêts à appuyer sur le bouton et dès qu'il y aura un accord juridique avec les acteurs du média et de la presse française, ça sera déployé du jour au lendemain. Et comme ça a été déployé, enfin, vous voyez, comme ça a été un peu déployé derrière notre dos depuis le 8 mai, voilà, ça fait un peu plus d'un mois, on se dit que ça peut arriver incessamment sous peu. À quoi s'attendre en termes d'impact? Et je vais accélérer un peu parce que je suis
extrêmement en retard. Alors, déjà, les grandes plateformes se sont toutes mises à mettre à disposition des IA dans leurs résultats de recherche. Donc, c'est pas un épiphénomène, c'est vraiment tout le monde s'y met. Vous, de votre côté, si vous voulez vraiment avoir accès et tester comme nous cette solution-là, vous devez utiliser un VPN. Alors, tout le monde va me dire, oui, mais il faut acheter un VPN. Bah, il y a j'ai pas d'action chez eux, mais il y a Urban VPN, qui est un VPN gratuit qu'on installe comme un plugin sur son navigateur. Alors, méfiez-vous, hein, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, donc potentiellement, il y a peut-être de la donnée qui part chez eux, mais qui vous permet en tout cas de choisir facilement un autre pays et de voir afficher ce type de résultat dans votre moteur. Donc on l'a vu, hein, enfin on l'a vu, non on l'a pas vu. Ce qu'on voit dans les résultats quand même de AI Overview proposés par Google, c'est qu'on voit de la pub quand même qui peut être intégrée, mais ce qu'on voit aussi surtout, c'est qu'il y a beaucoup de résultats proposés par Google qui sont souvent des résultats de son propre service. Il va afficher aussi bien du sponsorisé, il peut afficher des résultats YouTube, il peut afficher des résultats de Google Translate, d'une page qui ne serait pas traduite en français et qu'il aurait décidé de choisir pour vous la présenter. Donc bref, Google a aussi l'envie de vous garder dans son jargon, dans son périmètre, pour que vous puissiez au maximum profiter de ces services pour avoir des éléments de réponse et terminer à la fin peut-être par un achat directement sur le site concerné. Et donc ça a été étudié, hein, on a carrément des études qui montrent que jusqu'à 56% des résultats, on a des choses qui proviennent de chez Google. Et vous voyez par exemple encadré en rouge tous ces boutons, bah, c'est des boutons qui vous permettent d'arriver sur une page de résultats de recherche. Et c'est pas du tout une source. La source, c'est seulement le petit symbole que vous avez en bout de phrase qui là amènerait sur un site connexe. Alors, dans les différentes études, et justement dans ce fameux Meetup Systrix, on a vu des études de Systrix qui ont montré, par exemple, que les LLM en général sont autour de 14% de réponses fournies avec des sources. Google est un peu plus généreux, monte à 23,5. Ça veut quand même dire qu'une réponse sur 4 a des liens, 3 réponses sur 4 n'ont pas de lien proposé. Principalement sur toutes ces IA, quelles sont celles les plus souvent citées? Et ça va être important de se dire du coup, dans ma stratégie de main sur lesquelles je dois travailler, eh ben, on a Wikipédia en premier, on a YouTube en deuxième, on a quand même Reddit, et puis après on a Apple, Quora encore un acteur forum, du Translate de Google, etc., etc. Donc Wikipédia et YouTube sont 2 leviers importants. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que les formats de présentation de AI Overview évoluent. On a à la fois maintenant des formats de comparaison de produits, et puis on a aussi à travers Google Lens la possibilité d'avoir des recherches qui incluent aussi des résultats AI Overview. Dans les tests, je vous le disais tout à l'heure, Google continue un peu à tester. Là, on a 2 screenshots qui nous montrent que parfois les liens sont très visibles dans le résultat de recherche. Alors, les plus visibles à gauche, ce sont des liens qui pointent vers des nouveaux résultats de recherche de Google. À droite, on est plutôt sur directement un lien pointant vers un résultat plus précis. Et puis cette semaine, on a découvert avec les équipes aussi directement une réponse en vocal. C'est-à-dire que c'est le résumé que vous voyez affiché habituellement par écrit, qui est cette fois-ci lu par l'IA et qui vous permet d'avoir une écoute de la réponse et plus seulement besoin de la lecture. Dans les tests aussi qu'on voit, on voit carrément qu'ils commencent à nous proposer un onglet web, voilà, qui permettrait de se dire, bon, si vous voulez retrouver un peu le résultat classique SEO, c'est un onglet que j'ajoute et c'est plus une présentation par défaut. Donc là aussi, ça fait un peu peur parce qu'on se dit que qu'est-ce que va être la présentation par défaut? Est-ce que ça va être mode AI? Est-ce que ça va être overview? Il est encore en phase de test un petit peu, donc c'est important de pouvoir le surveiller. Encore une dernière étude, et puis après on passe à la partie un peu plus action. Mais en gros, dans les études qui montrent, c'est que quand même on a un sujet générationnel, c'est-à-dire qu'on est encore beaucoup à vouloir vérifier les informations de l'avoir vu en venant cliquer sur les liens bleus, donc il n'y a pas encore un impact très fort, même si quand même c'est une question de génération. Les plus jeunes vont commencer vraiment à croire, malheureusement peut-être sans trop critiquer la réponse, vont commencer à plus croire ce que dit l'IA que ce qu'ils pourront lire par eux-mêmes. Les sources aussi, donc on l'a vu, l'IA capte énormément l'attention des utilisateurs, donc ça retient l'utilisateur. C'est quand même des recherches qui sont plus faites, qui déclenchent l'IA plus sur l'informationnel.
Et puis les stratégies vraiment de contenu qui sont très utilisées, c'est vrai que c'est des contenus plutôt du type FAQ, plutôt des contenus structurés, etc. Pareil, une autre étude qui nous montrait que effectivement, ChatGPT a tendance à plutôt citer bien les marques et Gemini plutôt les sites gouvernementaux, les sites à forte autorité. Alors, vous le voyez, les marques, c'est pas les comparateurs, c'est pas forcément les sites affiliés. Ça veut dire quand même que tous les intermédiaires dans le métier, si vous vendez, vous êtes un e-commerçant, vous vendez des marques de tondeuses à gazon, de barbecue, eh ben, ils vont plutôt ChatGPT va plutôt positionner Weber que le e-commerçant qui vend du Weber. J'avance. Vous aurez la présentation. Alors, vous avez un gros bouton pour vous permettre de nous demander la présentation qui doit s'afficher. Vous le verrez à la fin et on pourra vous mettre à disposition la présentation et puis il y aura le replay qui sera aussi disponible en vous reconnectant sur Webikeo. Encore un exemple qui montre qu'il y a une intégration aussi de produits et voilà, des choses qui sont en cours de test. Pareil, qui a été présenté aux États-Unis récemment. Et puis, je voulais vous montrer aussi ça, c'est que on a carrément le tunnel d'achat, hein, à la fois sur une recherche de produits. Je passe sur un aspect un peu listing et après j'arrive sur la partie un peu store de Google où j'aurai quasiment fait tout le parcours du panier. Il y aura juste besoin à la fin de cliquer pour atteindre le e-commerçant et acheter le produit. Mais toute la partie un peu analyse des produits, comparaison, review, etc. se fait de plus en plus maintenant directement chez Google avec un bouton zoom, mais je m'aperçois qu'il me manque du temps, je vais avancer un petit peu. Alors, je vais vous parler du cas de Back Market. J'en ai déjà parlé sur LinkedIn, j'ai fait un joli carrousel avec mes équipes pour vous présenter ce sujet-là. Mais Back Market, ils ont pris pas mal les devants et je trouve ça plutôt intelligent dans la manière qu'ils ont réalisé cette optimisation de site. Alors voilà les choses. Donc, Back Market, aujourd'hui, lorsqu'on demande à Overview quel est le meilleur site pour acheter un téléphone d'occasion, Back Market est cité en premier. Alors, elle est citée en premier d'abord parce que il a une certaine réputation, une certaine notoriété. Mais voilà, on peut voir qu'un eBay va être pas forcément mis en avant tout de suite. Et puis, il y a d'autres marques qui auraient pu être un peu mieux mises en avant. Mais c'est vrai que déjà, tout le monde n'est pas Back Market, tout le monde n'a pas cette notoriété et cette autorité-là. Néanmoins, ce qu'on peut quand même noter, alors vous allez me dire c'est assez traditionnel, mais on voit qu'en bas de leur page de listing produit, ils ont listé un certain nombre de questions, analysées sans doute sur les questions les plus posées par type de produit, mais on voit, par exemple, là je suis sur la page iPhone, et ben ils ont mis sans doute toutes les questions qui sont autour de l'iPhone reconditionné. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième chose, c'est qu'à la fois aussi bien sur les pages produits que sur les pages de listing, ce qui est un peu plus rare, ils ont là aussi mis en avant des avis sur leur page. Donc on voit des photos, des vidéos, mais on voit surtout de la rédaction. Et ce qui est assez intéressant dans ces avis-là, c'est qu'ils ne se sont pas amusés à juste mettre les avis les plus récents, qui sont parfois un peu courts, qui sont juste de la réaction en quelques mots. Ils ont aussi trié les avis les plus récents en mettant en avant ceux qui étaient aussi les plus fournis. Parce que toujours mieux d'avoir un avis sur la première page de résultat plutôt que de l'avoir dans de la pagination, parce que c'est la première page de résultat de votre site, par exemple la première page du listing des iPhone 15 Pro, qui va compter pour le ranking. Donc, le contenu à avis intéressant, assez étoffé, avec beaucoup de langage conversationnel, ils l'ont positionné assez haut pour qu'il puisse aider la page à sémantiquement s'habiller de contenu du type langage naturel. Donc ça, je trouve ça sympa de le faire et je trouve que c'est plutôt une très bonne idée à déployer sur tous les e-commerçants si vous pouvez. Deuxième chose, alors je voulais vous faire une petite présentation de VoiceIA, notre outil, mais très rapide à travers l'exemple de Back Market. On voit que Back Market a à la fois le plus de parts de voix, c'est ce que vous voyez à gauche, donc est vraiment un peu leader sur tous les autres acteurs sur ces thématiques de le meilleur site pour acheter des téléphones reconditionnés. Mais on voit qu'en termes d'analyse de sentiments, là aussi, ils ont vraiment ils sont notés comme étant ceux qui ont la note de positivité, enfin là dans ce cas-là de neutralité, mais ils sont bien identifiés par les M comme le meilleur acteur, le meilleur site pour faire son achat. Et lorsqu'on regarde un petit peu les sources qui appuient cette réponse, eh ben on voit que quand même Wikipédia est une des principales sources, certideal.com aussi, et même Back Market eux-mêmes ont réussi à positionner des contenus pour appuyer et pour aider à ce que l'IA considère que c'est le meilleur acteur. Donc ça, c'est hyper important pour vous aussi d'avoir une vision
d'ensemble des sources utilisées par les LLM pour pouvoir faire remonter des réponses vis-à-vis de votre secteur d'activité. Donc Voice IA, par exemple, vous avez la possibilité de lister tous les domaines, d'avoir le détail des pages en interne. Et par exemple, quand on fait l'exercice sur Back Market, on s'aperçoit qu'il y a principalement des liens plutôt médias, donc de grands médias. Il y a aussi des liens un peu e-com. Et outils SaaS, c'était en fait Shopify, pardon, qui faisait de la enfin qui parlait de back market de ce système-là qui ont été utilisés comme source, et puis quelques blogs perso. Mais ce que je veux vous dire là, c'est qu'en tout cas, vous voyez comme c'est les médias, les grands médias, il y a du BFM par exemple dans les liens, etc. Il y a du Wikipédia aussi, bien sûr, et puis des sites e-commerçants qui relaient le fait que les meilleurs acteurs, le meilleur site, peut être back market ou les autres acteurs. Mais vous voyez, c'est important d'identifier les types de sources. Et pourquoi c'est important? Parce que derrière, il va falloir travailler ces leviers-là. Alors, si je prends simplement l'exemple de Wikipédia, parce que moi, j'aime bien justement ce sujet-là, Back Market a une page sur Wikipédia, très bien. Il y a une partie de contenu un peu générique sur la société en tant que telle, mais vous voyez, c'est quand même une page qui est assez récente parce qu'on voit que au début du premier paragraphe, on parle quand même d'un acteur qui, on parle d'éléments de réponse de 2024. Vous voyez, il me dit créé en 2014, qui sert intermédiaire entre particuliers professionnels et reconditionnement d'appareils, dont 1700 reconditionneurs en 2024. Donc on voit que cette page elle est maintenue à jour. Et deuxièmement, il y a toute une partie référence, vous savez, qui permet d'étoffer, d'étayer les propos relayés. Et ben là aussi, j'ai essayé de surligner en jaune, ça ne se voit pas trop, mais j'ai essayé de surligner pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'articles qui ont été ajoutés de 2024. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Wikipédia, si vous avez une page ou si vous n'avez pas de page, mais vous avez la capacité de pouvoir en avoir une, parce que vous savez, il y a un certain nombre de critères pour être dans Wikipédia, c'est important de l'alimenter. C'est important de l'alimenter régulièrement avec des nouvelles sources d'informations, des nouvelles sources comme l'a pu le faire la Back Market. Et puis une chose aussi qui n'a pas été fait forcément très bien par Back Market sur sa page Wikipédia, mais ils sont peut-être pas tout simplement intéressés, c'est de pouvoir traduire votre contenu dans plusieurs langues. Si les LLM vont piocher dans chacun des index, dans chacun des pays, un contenu Wikipédia pour venir étoffer, je pense que c'est peut-être mieux d'avoir la traduction de ce contenu-là en anglais pour les US et tous les autres pays anglophones, pourquoi pas en espagnol, pourquoi pas en chinois. Alors, l'autre langue de Back Market, c'est, je crois, chinois qu'ils ont travaillé. Mais ça, voilà, ce type de prestation-là, par exemple, Piquet, nous on le propose. On a une experte Wikipédia qui est une des contributrices officielles françaises qui a plus de 12 ans d'expérience, qui fait 12 ans qu'elle travaille avec Wikipédia. Donc, on travaille avec elle en partenariat et on peut travailler avec vous sur tous ces sujets de mettre à jour ou créer votre page Wikipédia ou de simplement traduire le contenu de votre page Wikipédia dans d'autres langues. Il faut être spécialiste, c'est vraiment pas simple. Si certains sont essayés, vous voyez qu'on peut facilement se casser les dents parce qu'il y a une sorte de format à adopter. Mais en tout cas, c'est le genre de choses qu'on peut vous proposer. Je ne vais pas revenir sur tous les critères, mais je vous ai fait un peu une checklist des choses qui sont importantes. Il est évident qu'aujourd'hui, vous devez comprendre qui est votre cible, comment ces personas-là cherchent de l'information. Est-ce qu'ils passent par YouTube, par TikTok avant de venir chez vous pour se renseigner sur les produits? Est-ce que c'est plutôt des gens qui sont sur Discover, qui viennent beaucoup par Discover? Il faut étudier ça pour comprendre leurs intentions de recherche, parce que néanmoins, vous le savez sans doute, ChatGPT utilise Bing pour récupérer ses sources. Gemini AI Overview utilise Google pour récupérer ses sources. On est encore beaucoup sur des critères SEO un peu classiques où on doit prendre en compte l'intention de recherche, on doit mettre du contenu du type question dans ces fiches produits, on doit travailler toutes ces fiches produits aussi pour potentiellement avoir des images de bonne qualité et puis travailler son flux qu'on va diffuser sur tous ces nouveaux acteurs qui apparaissent, en plus des anciens. Et puis, il y a tous les critères EEAT qui sont extrêmement importants et que Google va tenir en compte parce que ces IA, elles s'appuient quand même plutôt sur des contenus crédibles qui ont une certaine notoriété, une certaine confiance de la part des moteurs de recherche pour pouvoir remonter. Donc, vous devez travailler ces critères-là. Et ça pourrait tenir toute une présentation de vous expliquer quels sont ces critères et qu'est-ce qu'on doit prendre en compte. Bien sûr, il y a la notion de structuration, de microdonnées, etc. Et en off-site, c'est pareil. Comme les IA ont besoin de plusieurs sources, faut peut-être travailler sa page Wikipédia comme on vient de se le dire. Il faut peut-être avoir une chaîne YouTube parce que c'est un premier point de contact et c'est aussi utilisé par les LLM, principalement
Google qui utilise son service pour justement relayer et mettre en avant ce type de sources, les sites spécialisés, les blogs dans votre secteur, réactiver ou activer fortement son service RP. Voilà, on voit quand même que les LLM utilisent des sources qui ont 1 an maximum de fraîcheur. C'est-à-dire si vous avez des contenus qui ont plus d'1 an, ils risquent d'être moins pris en compte par LLM pour être utilisés comme réponse. Donc, il y a aussi cette notion de fraîcheur. Il faut passer son temps maintenant à plus communiquer dans les médias sur la sortie de produits, sur des études que vous pouvez faire, sur des lancements, etc. Travailler avec des partenaires, travailler avec vos affiliés, travailler avec vos ambassadeurs. Ça aussi, c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est avec eux que vous allez pouvoir obtenir aussi des nouvelles sources intéressantes à faire remonter. Et je parle aussi de Reddit. Reddit, vous avez possibilité, lorsque vous avez une marque qui commence à avoir une certaine réputation, vous avez possibilité de prendre le contrôle de la page Reddit, c'est-à-dire reddit.com/votre marque. Peut-être que cette page existe, peut-être que cette page publie un fourre-tout de plein d'informations sur vous. Reddit vous donne la possibilité d'en prendre le contrôle et de l'animer, d'être le community manager de votre propre marque sur son site. Donc ça, c'est intéressant quand on sait qu'en plus Google a un partenariat avec eux, sans doute pour beaucoup entraîner son modèle, mais aussi pour l'utiliser comme une source d'information utile dans sa réponse. Sur le monitoring, je vous invite peut-être à revoir le live qu'on a fait hier, que je vous ai évoqué tout à l'heure, mais ce qui est certain, c'est que vous devez vous équiper, à mon avis, hein, alors je prêche pour ma paroisse, bien sûr, je vous parle de VoiceAI, il y a plein d'autres outils qui ont été créés, qui sont plus ou moins de bonne qualité, mais nous, de notre côté, c'est ce qu'on propose. Alors, VoiceAI, vous pouvez tester gratuitement trois analyses et d'avoir 3 types de résultats. Nous, aujourd'hui, l'outil, il est mis à jour régulièrement, mais vous voyez, vous avez la possibilité de pouvoir mesurer le nombre de fois votre marque est affichée, les sentiments. Vous avez même les réponses. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais en bas à droite, vous avez les réponses qui ont été fournies par les LLM. Aujourd'hui, on a ChatGPT, on a Gemini, on a Perplexity. Je réfléchis puisqu'on bosse aussi sur Claude et d'autres LLM qu'on va intégrer au fur et à mesure. Mais vous avez déjà première capacité à pouvoir lister comme ça un peu toutes les sources et les types de réponses, savoir comment vous êtes classé, ce que vous êtes cité. Et puis, il y a un système de monitoring. Vous pouvez décider, par exemple, de toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, de faire cette même interrogation pour voir comment la présence de votre marque évolue au sein de ces LLM. Et puis, je vous le disais aussi, outils d'analyse de log. J'ai pris l'exemple d'OnCrawl, on est partenaire avec eux. Mais avec un outil d'analyse de log, on peut regarder quand est-ce que le LLM vient regarder votre site pour justement utiliser vos pages comme réponse et comme source de réponse. Donc ça, c'est un sujet qui revient un petit peu de coup au devant de la scène, de pouvoir être capable de mesurer ce genre d'informations et de comprendre est-ce que les LLM apprécient mon contenu, est-ce qu'ils visitent mon site régulièrement, et ça peut être une source d'information utile et intéressante si vous n'êtes pas ou peu visité par les user agents des IA. Voilà, écoutez, j'ai réussi à tenir à peu près le délai à 45 minutes. On va, si vous voulez, regarder un peu les questions que vous auriez, sans doute mis dans le chat. Alors, tout à fait. Donc, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui les a triés. Donc, j'ai une question. Les campagnes SIS seront positionnées comment par rapport à AI Overview? Alors, je suis peut-être passé assez vite, mais a priori, on a des annonces qui apparaissent ponctuellement au-dessus ou en dessous de la réponse. Je pense qu'aujourd'hui, Google n'a pas véritablement déployé encore tout son dispositif de pub dans cette réponse-là, parce qu'il veut toujours dans une phase un peu d'adoption. Il veut vraiment que les gens apprennent à l'utiliser avant de commencer à habiller ces pages-là avec de la pub, mais elles vont s'intégrer. On peut imaginer des intégrations plus ou moins fortes dans la réponse, même potentiellement mettre directement des réponses au sein des réponses, des pubs au sein des réponses. Si Google affiche un site dans les aperçus IA, ça veut dire qu'on est bon en SEO, car ces aperçus montrent les 10 premiers résultats référencés dans le top 10. Alors, c'est pas, les études montrent que c'est pas systématiquement les 10 premiers résultats SEO qui se positionnent. Ce qu'on sait qu'en tout cas, c'est que Bing, lui, va utiliser les 20 premiers résultats de recherche sur le mot-clé. Alors, c'est ça qui est intéressant d'avoir peut-être en tête, c'est que vous faites une recherche, vous faites un prompt, vous faites une question assez longue. Les LLM vont prendre cette question, va la transformer en requêtes qu'ils vont faire sur les moteurs de recherche pour récupérer les résultats qui se positionnent. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément les résultats qui sont liés à votre question qui apparaissent, mais c'est
question qui est transformée en requête, donc sans doute raccourcie, et il va utiliser les sites qui se positionnent principalement, mais c'est pas forcément les 10 premiers, ça peut aller au-delà. Ça peut être des sites d'information qui sont pas forcément présentés dans une box news, mais qui sont présentés par d'autres sources comme Discover, comme News par exemple. Alors, quel est l'impact, Léa? Je pense que tu veux me dire quel est l'impact en termes de SEO. Bon, j'espère que j'ai répondu en partie à ta question. Recommandes-tu un outil pour un suivi d'analyse de log et savoir si... Alors, j'ai répondu à la fin. Nous, on est partenaire avec OnCrawl, mais je pense qu'il y a plein d'autres outils qui peuvent proposer ce genre de choses. Est-ce que ça vaut le coup d'investir encore dans les backlinks? Bah oui, oui, bien sûr. Il faut surtout s'intéresser à quelles sont les sources utilisées dans votre secteur d'activité pour remonter les informations. Est-ce qu'il faut investir dans un backlink? Oui, ce qu'on sait, c'est que l'LM apprécie presque autant, voire plus, le fait que vous soyez cité sans forcément avoir de lien, mais d'être cité. Mais autant vous dire que si vous achetez un backlink ou si vous en obtenez et que vous avez potentiellement un lien plus une citation, bah, vous travaillerez à la fois votre SEO et votre GEO, comme certains aiment l'appeler. Je pense qu'il ne faut pas du tout se dire que le SEO n'est plus d'actualité, parce que les LLM s'appuient sur des résultats de recherche de Bing et de Google pour pouvoir faire remonter les résultats. Donc si vous êtes mauvais en SEO, vous ne serez pas bon en LLM, sauf cas particuliers, mais principalement, dans la majorité des cas, il faut quand même être bon en SEO pour bien remonter dans LLM. Alors bonjour. Si on n'est pas adéquat, nous sommes une franchise d'entreprise. Nous avons un site par an corporate et chaque franchise dans tous les pays ont des sous-sites. Tout ceci est géré par les US. Notre site internet est hébergé, géré par. Je me demande à notre niveau de franchise, nous pouvons agir sur l'impact de votre site de recherche en France. Aurélie, c'est une question assez complexe dans le sens où il faudrait y passer un peu de temps, mais si tout est géré et centralisé dans un pays, surtout on va dire un peu sur la stack technique, et que vous avez qu'accès à la partie un petit peu sémantique peut-être de vos différents pays, euh, et si c'est pas une simple traduction de la version master américaine et que vous pouvez un peu vous-même éditer vos sites locaux, il est certain qu'il faut travailler spécifiquement les questions posées dans chacun des pays. Les différences culturelles font qu'on ne va pas poser et s'intéresser de la même manière aux produits, donc essayer de personnaliser le plus possible. Ce sera à mon avis la meilleure réponse. Et enfin, travailler le netlinking devrait avoir un impact significatif sur l'apparition d'un site dans LLM. Je pense, oui, qu'il faut le travailler. Il faut peut-être le travailler de manière différente. Par exemple, ce qui est reconnu et connu maintenant par la majorité des SEO, c'est que les liens que vous pouvez obtenir sur des sites médias d'actualité, des sites qui, en plus, qui remontent dans Google News, qui remontent dans Discover, qui ont du trafic, ces liens-là ont vraiment une valeur importante pour votre SEO, mais pour votre référencement sur l'LLM. Donc, essayez aussi de vous concentrer pas seulement sur des liens, sur des blogs, sur des sites un peu froids, mais concentrez-vous aussi sur des liens de sites qui font de l'actualité, parce que là-dessus, c'est une vraie valeur, c'est un vrai impact significatif sur votre positionnement dans l'LM et sur Google. Voilà, alors j'ai d'autres questions qui sont apparues. Alors, c'est des questions longues, hein, je les lis pour... Alors, pareil, c'est une question assez large, David. Hein. En gros, il nous demande est-ce que la France est si mature que ça en web, en SEO, est-ce qu'on est capable ou non d'anticiper, de recevoir une mise à jour du type Overview? J'ai envie de te dire déjà, on n'a pas le choix, hein, c'est pas nous qui décidons, c'est Google qui va nous l'imposer. Effectivement, il y a encore pas mal de sites qui sont du gouvernement, je reprends tes paroles, du gouvernement qui sont pas toujours très aptes. Mais bon, de toute façon, on est contraint d'avancer et c'est vrai que ce seront les sites qui prendront les devants, qui seront capables techniquement aussi de recevoir des LLM, de recevoir ce trafic-là, qui vont tirer leur épingle du jeu. Alors, je suis pas rentré dans le débat de savoir est-ce qu'il faut laisser son site être visité par les LLM. Si vous ne l'êtes pas, les autres, vos concurrents le feront et seront peut-être plus cités que vous. Donc, c'est évident que 2025-2026, ça va nous amener à un gros changement, un changement d'indicateurs qu'on va surveiller, un changement de trafic. Les gens qui ont un site qui se rémunère par la publicité sur l'argument de dire je fais tant de volume de trafic, de visiteurs uniques, etc., va falloir réfléchir à un autre modèle parce que vous allez être fortement impacté par ce changement de règle qui est imposé par les LLM. Et le fait que la plupart des visites vont diminuer parce que les gens retrouveront les réponses directement dans les LLM.
Dernière question, et je m'arrête là. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet potentiel d'abus de position dominante par Google? C'est évident. Et de toute façon, vous pouvez compter sur la France et l'Europe pour toujours les attaquer en justice, leur faire des procès. Mais c'est ça aussi qui est, je trouve, intéressant, c'est que Google s'est fait bousculer par ChatGPT. Il y a pas mal de LLM qui apparaissent. Il y a un changement de manière de rechercher l'information qui se passe plus seulement sur des moteurs de recherche. Moi, je fais partie de ceux qui aujourd'hui cherchent plus sur ChatGPT que sur Google, mais je fais partie des geeks, des gens qui sont un peu, c'est un peu leur métier de tester ce genre de choses. Mais la nouvelle génération va s'y intéresse aussi fortement. On va sortir très prochainement d'ailleurs une étude avec le groupe REX sur justement un panel de gens qu'on a interrogés et qui permet de mettre en évidence qu'est-ce qu'on recherche sur les LLM, quels sont les segments de population française qui recherchent par les LLM, les tranches d'âge, je veux dire, dans quel secteur c'est le plus représentatif. Et c'est sans appel, c'est la nouvelle génération jusqu'à 30 ans. On se met tous à beaucoup plus rechercher sur les LLM plus que sur Google traditionnellement parce que la conversation est assez intéressante. Nous, cette génération qu'on est, on a connu le avant, donc on va toujours vérifier ces liens bleus et toujours vérifier, mais au fur et à mesure que ces LM vont s'améliorer, on va sans doute avoir un déploiement et une utilisation beaucoup plus forte. Et c'est un nouvel espace dans lequel les annonceurs doivent absolument, je pense, investir pour mieux remonter et pour s'y intéresser. Le plus grave, c'est que si vous utilisez VoiceAI, que vous faites une recherche de votre marque et que vous n'apparaissez pas, je pense que c'est un indicateur d'urgence à se dire que votre stratégie d'ici la fin de l'année, d'ici 2026, c'est quand même d'actionner ce levier-là, essayer d'y répondre, essayer de le travailler. Bon, écoutez, je vous remercie à tous. On a un peu débordé, on est quasiment à 1 heure de live. N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir à la fois la présentation. Si vous êtes inscrit à Webikio pour participer, ça veut dire que vous allez recevoir aussi un lien avec le replay qui va arriver. Et puis, n'hésitez pas aussi à tester VoiceAI. Il y a 3 crédits gratuits. Ce serait dommage de ne pas le tester. Et puis, si vous voulez rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de l'agence ou directement sur LinkedIn. On est assez réactif et on répond assez rapidement. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. Prochain webinar, sans doute plutôt à la rentrée. Mais voilà, on reste disponible si vous avez des questions. Merci à vous. À bientôt. Très bonne fin de semaine. Au revoir.